C'est parti. Bah, écoutez, je suis heureux de vous accueillir en tant que modérateur à la conférence Le Lean, ce n'est pas pour les services et l'Agile, ce n'est pas pour l'industrie, qui va être animée par Alfred Almandra. Donc, cette session va être enregistrée dans son intégralité, ainsi que vos questions et vos réponses. Alors, pendant la, pendant la conférence, tous vos micros sont coupés, hein, sauf bien sûr le présentateur. Pour poser les questions, eh bien, vous pouvez les noter. Vous avez à votre disposition le chat ou les questions et réponses. Et nous, à la fin de la conférence, nous prendrons un petit moment pour que je pose les questions que vous aurez ainsi notées et d'obtenir nos réponses de notre conférencier. Eh bien, écoute, Alfred, je te laisse la main. À toi. Génial. Merci Franck. Allez, c'est parti. Merci à nos sponsors pour l'organisation de l'événement et aux organisateurs et aussi à l'armée de bénévoles qui prend soin notamment des speakers depuis plusieurs jours, voire semaines, pour la préparation de l'événement. Et pour démarrer, je vais vous demander de bien vouloir répondre aux deux questions suivantes avec les éléments dont vous disposez déjà, que ce soit par vos expériences, par vos observations, par ce que vous entendez dire. Alors, entre nous, hein, on ne va pas prendre de pincettes, mettez des phrases, j'allais dire, les plus directes possibles, ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir illustrer le propos. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est le lean, ce n'est pas pour les services parce que, et là, il y a plein de raisons, et l'agile, ce n'est pas pour l'industrie parce que, et là aussi, il y a plein de raisons. Et d'ailleurs, à tout moment, n'hésitez pas pendant la conférence à mettre parce que et vous mettez quelque chose. Comme ça, je saurai identifier et rebondir sur les éléments que vous allez bien vouloir partager. Alors, je précise que la session d'aujourd'hui, donc, c'est un retour d'expérience, non pas sur ce qu'ont fait nos clients, mais sur comment on a vendu et délivré du Lean et de l'Agile à deux avec Damien Bonhomme. Alors, moi, je suis Alfred Almandra, consultant indépendant, comme Damien. Et il se trouve que, comme beaucoup d'indépendants, on est intervenu souvent tout seul et souvent aussi à plusieurs. Et notamment avec Damien, on a eu plusieurs expériences notables depuis une dizaine d'années, mais pas qu'avec Damien d'ailleurs, hein. On est plusieurs à être intervenus soit à deux, soit à trois, à cinq, voilà, selon les besoins. Et dans ce cadre-là, avec Damien, on a notamment expérimenté et découvert des choses qui nous a semblé intéressant de partager avec vous aujourd'hui. Donc notre retour d'expérience, il est plutôt sur l'autre côté du miroir, c'est-à-dire du côté des indépendants qui veulent vendre et délivrer du Lean et de l'Agile ensemble. Alors on va regarder 7 points ensemble. En guise d'introduction, le premier point que je vais souligner, c'est que lorsque on parle que ce soit de vendre de l'agile ou du lean à des clients, mais de manière plus générale, lorsqu'on parle de mettre en place des approches différentes de ce qu'on a l'habitude, que ce soit côté client ou que ce soit côté indépendant, le premier réflexe, et c'est tout à fait humain et normal, c'est qu'on identifie plein de raisons pour lesquelles c'est pas possible. Alors le truc, je ne veux pas prendre une posture de validiste, pour le dire comme ça. L'idée, c'est pas de dire que tout est possible, c'est pas ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les, les raisons, les excuses pour lesquelles ça pourrait ne pas fonctionner et les opportunités potentielles sont les deux faces d'une même pièce. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'entendre les arguments et pourquoi pas de s'en servir pour voir en quoi ça pourrait rendre possible les choses. Alors, ça nous ramène à un premier point, c'est que lorsqu'on parle de vendre et de délivrer du lean et de l'agile, la tentation pourrait être de regarder le comment, c'est-à-dire les techniques, les méthodes, les rituels, les modes d'organisation, les livrables, etc. Alors qu'en réalité, il me semble que c'est d'autant plus important de prendre un pas de recul et de se redire, mais au fait, c'est quoi l'intention? Quels sont les bénéfices que l'on vise avec ces approches, quelles que soient les manières d'y arriver? Et dans ce cadre-là, on a découvert que un des éléments les plus puissants, c'est cette notion d'exploration. C'est-à-dire que le lean, l'agile, c'est pas des balles magiques qui servent à tout, c'est notamment des outils très puissants pour affronter les domaines inconnus, incertains, ambigus, complexes, etc. Et donc, c'est une force de frappe pour explorer le plus tôt possible et découvrir
ce qu'on ne sait pas. Découvrir ce qu'on ne sait pas quand ça arrive tard, ça peut être une mauvaise nouvelle. Par contre, si on arrive à le provoquer et à le découvrir relativement tôt, alors il nous reste maintenant beaucoup de temps et d'argent pour pouvoir nous y adapter éventuellement. Et c'est là où ça peut être intéressant de le transformer en opportunité. Donc, ça veut dire que pour nous, la première grille de lecture qu'on a utilisée dans le fait de vendre et délivrer du lean et de l'agile à des clients, c'est non pas d'essayer de pousser des solutions, mais plutôt de voir en quoi, dans leur contexte spécifique, ce serait intéressant éventuellement de tester, de découvrir le plus tôt possible, d'aller chercher des choses qu'on ne sait pas, et ce, quel que soit le domaine d'application, que ce soit sur leur marché, leur business model, leurs clients, les usages, que ce soit sur les processus, les façons de travailler, que ce soit sur la dynamique d'équipe, sur l'innovation. Il y a mille et un contextes dans lesquels on peut tenter d'explorer. Et donc, ça veut dire que même un contexte dit industriel où tout est connu et maîtrisé, genre on le fait et on le vend depuis des années, eh bien, même dans ce cadre-là, ça peut être utile de se dire, tiens, et si on voulait délivrer la même valeur, par exemple, en 2 fois moins de délai? Eh bien, d'un seul coup, on retrouve un contexte intéressant, exploratoire, dans lequel le lean et l'agile peuvent aider à progresser. Alors, une astuce parmi d'autres qu'on utilise, j'allais dire, sans modération, c'est la technique tout simplement du comment pourrions-nous, du HMW. C'est-à-dire que chaque excuse, chaque bonne raison qui rend la chose en théorie impossible, eh bien, ou compliquée, eh bien, on va pouvoir la retourner et se dire, tiens, on me dit que par exemple, c'est trop cher, eh bien, comment pourrions-nous faire pour que ce soit moins cher ou réussir à le faire malgré le prix d'entrée? Et d'un seul coup, ça peut potentiellement, rien que d'un point de vue brainstorming, ouvrir sur des voies intéressantes. Un autre point sur lequel on s'est accroché dans nos grilles de lecture pour justement aider les contextes à s'approprier les approches linéaires agiles, c'est d'en revenir au trait d'union de ces approches que sont les 3 piliers. C'est-à-dire que à la fois le lean, à la fois l'agile, c'est mettre bien sûr le client au centre pardon, des projets, des produits, c'est-à-dire quelle est la meilleure valeur que l'on peut d'abord découvrir puis délivrer, mais toujours en protégeant, en respectant, en développant les 3 piliers que sont l'humain. Et dans l'humain, il y a tout, hein. Il y a le sens au travail, les compétences, l'autonomie, etc. Et le savoir travailler ensemble aussi, les interactions. Et la qualité, c'est-à-dire les bonnes pratiques de qualité qui font que dans la durée, on peut se concentrer sur la valeur future et moins être perturbé par la valeur passée. Et toujours ce défi ultime du délai le plus court possible. C'est une quête d'amélioration infinie. Donc, juste avec ces grilles de lecture, c'est déjà pour nous une possibilité de passer la première vague qui est de dire, dans mon contexte, c'est pas possible. Et finalement, en posant quelques questions, en chatouillant un peu, on découvre qu'il y a peut-être des boulevards, des opportunités. Est-ce qu'il y a des questions, éventuellement, si jamais j'utilise des mots un petit peu compliqués ou pas très clairs, n'hésitez pas à m'interrompre et à le signaler à Franck dans le chat ou dans les questions, et comme ça, je peux réagir dessus immédiatement. Donc ça, c'est le premier point, et c'est ce qui va nous porter par rapport aux autres points que je vais vous présenter, les 6 autres points. C'est un petit peu cette logique-là qu'on va appliquer à chaque fois. Alors, un des critères les plus fréquents, une des raisons les plus fréquentes, c'est on n'a pas le temps. Et ça vaut à la fois pour les clients qu'on accompagne, on n'a pas le temps, on essaierait bien des approches, mais on n'a pas le temps. Et ça vaut aussi pour nous, en tant qu'indépendants, eh bien, quand on est consultant, une des tentations, un des modèles les plus fréquents, c'est de vendre son temps. Et donc, effectivement, bah, si je vends mon temps, c'est compliqué d'avoir du temps. Donc, on sent bien que voilà, c'est un peu délicat. Alors, une chose qu'on a mis en œuvre, à la fois parce que ça a été bénéfique pour nous, mais aussi parce qu'il y avait le besoin d'être un petit peu, dans une certaine mesure, rôle modèle vis-à-vis de nos clients, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on soit cohérent entre ce qu'on préconise et ce qu'on met en œuvre pour nous, c'est le fait de protéger ce qu'on appelle les temps faibles. C'est-à-dire que, bien sûr, je vais enfoncer une porte ouverte, bien sûr que les indépendants, encore plus que des consultants salariés, mais même les consultants salariés, eh bien, doivent se relier aux communautés. Alors, pas seulement par intérêt, hein, bien sûr, il y a aussi le plaisir de se retrouver et d'échanger, de partager, mais c'est aussi important de cultiver informellement ces liens avec les communautés, avec les réseaux,
et aussi de développer son carnet de contacts et de l'entretenir. Alors moi, j'avoue que personnellement, sur ce point-là, sur le carnet de contacts, je ne suis pas très fort. C'est pas quelque chose que j'aime faire. Je préfère largement les communautés, les réseaux. Damien, lui, de son côté, par exemple, en plus des communautés des réseaux, a une hygiène, une discipline particulièrement forte sur l'entretien du carnet de contacts et ça paye. Donc effectivement, c'est quand même un point à souligner. Donc ça, c'est pas neutre. Et donc, protéger ces temps faibles-là, sinon, les temps forts gagneront toujours sur les temps faibles. Ça, c'est une évidence. Un des points les plus délicats, c'est de garder le contrôle de son agenda. Et notamment, quand on dit garder le contrôle de son agenda, c'est que c'est important de garder du mou et de garder des disponibilités. Alors, du mou, ça va forcément avec des options. Donc, ça veut dire que ce qu'on a appris aussi, à la fois avec Damien et aussi avec d'autres indépendants, au passage, je salue Greg, Romain, Benjamin, enfin voilà, plein de gens avec qui on a fait pas mal de choses depuis un peu plus de 10 ans maintenant. C'est que le fait de garder du temps pour des choses qui ne sont pas forcément vendues à une certaine date, donc pour lesquelles on peut gérer de manière optionnelle, mais pour lesquelles ça pourrait un jour délivrer de la valeur, eh bien ça c'est super important. Et donc garder la maîtrise de son agenda, c'est une forme de discipline. Et je le dis en toute humilité, puisque pas plus tard que l'année dernière, et ça arrive souvent, il faut que je progresse là-dessus, souvent sur la période automnale, eh bien, je suis un petit peu border, et donc j'avoue qu'il faut que je fasse encore plus attention sur cette période-là. Donc c'est une discipline de tous les jours. Ce qui est important, c'est de ne pas essayer d'être sur la frontière un peu limite. Il vaut mieux garder suffisamment de mou, parce que malheureusement, dès qu'on se retrouve happé par le temps, eh bien malheureusement, on rame un peu pour reprendre la maîtrise. Alors, une des choses qu'on a mis en œuvre avec Damien et on a progressé ensemble depuis une dizaine d'années, le fait de collaborer et d'améliorer nos pratiques ensemble nous a permis d'utiliser aussi ce que j'appelle les affaires en réseau. Les affaires en réseau, c'est quoi? C'est qu'une bonne manière de garder de la disponibilité, c'est de ne pas hésiter à voir passer une opportunité et plutôt que de se mettre un petit peu dans le orange ou dans le rouge, de ne pas hésiter à passer cette opportunité à quelqu'un du réseau. Alors, dit comme ça a l'air évident, ça a l'air simple. Ça demande quand même quelque chose de très important. C'est à la fois d'entretenir une forme de bonne connaissance de ce réseau-là, c'est-à-dire que malheureusement, il y a des gens que je connais plus que d'autres, et j'allais dire, je ne connais pas tout le monde avec à la fois quelle est leur offre de service, quelle est leur proposition de valeur, quelle est leur posture. Donc c'est délicat parfois de recommander des personnes par rapport à d'autres. Par contre, lorsque je recommande quelqu'un, eh bien, je vois tout à fait, est-ce que la posture devrait matcher, quel genre de bénéfice le client pourrait en tirer, en quoi sa valeur ajoutée va être opportune dans ce contexte. Donc, c'est important à la fois de connaître cette offre-là, de connaître un petit peu mieux que juste le petit vernis vitrine de ce réseau. Et l'autre point, c'est aussi d'avoir suffisamment confiance dans les deux parties, c'est-à-dire à la fois le réseau que l'on recommande et à la fois le client qu'on est en train de mettre en relation, parce que c'est aussi intéressant de ne pas refiler une patate chaude. Et c'est vrai que quand on reçoit une opportunité d'un client ou d'un réseau qu'on ne connaît pas encore, voilà, moi, j'hésite pas à mettre beaucoup de guillemets, de points de vigilance, parce que je ne peux pas maîtriser le point. Alors, un autre point important, c'est la notion de priorité. Par exemple, on essaierait bien des choses, voire même on a commencé à essayer des choses, mais malheureusement, ce n'est pas la priorité. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que les temps forts battent toujours les temps faibles. Euh, sur ce point-là, ce qu'on a découvert avec Damien et qu'on a mis en œuvre aussi, toujours avec ce côté un petit peu rôle modèle vis-à-vis de ce qu'on préconise par rapport à nos clients, c'est qu'il y a toujours une forme d'équilibre, pas forcément avec les mêmes pourcentages, mais une forme d'équilibre entre l'activité que je vais appeler récurrente. Donc ça, typiquement, à la fois pour Damien, pour moi, ça va être par exemple les écoles dans lesquelles on intervient, ça va être certains organismes de formation pour lesquels il y a une forme de récurrence annuelle sur certains types de formations. Dans mon cas, ça va être aussi des missions longues. Ça m'arrive souvent d'avoir une mission à X jours par semaine pendant une longue durée. Ce récurrent-là, rien que lui, déjà, ça nous donne une forme de sérénité. On sait qu'on démarre notre année fiscale de manière sereine. Donc, ça nous laisse suffisamment de sérénité pour se dire, le reste du temps, on peut expérimenter des choses. Et dans certains cas, juste ce récurrent peut suffire
à atteindre ce qu'on appelle, nous, le point mort, hein, c'est l'approche budget by zero, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on démarre notre année, si déjà avec ce qui est engagé, on a déjà couvert notre équilibre, on va dire le minimum que l'on souhaite obtenir, eh bien, à partir de là, le reste, ce n'est entre guillemets que du bonus. Après, il y a l'activité, j'allais dire standard, ça c'est le côté produit vitrine. Alors c'est à la fois les modules qu'on propose et à la fois les demandes classiques que nous demandent les clients, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes d'accompagnement, de facilitation de séminaires ou de rétrospectives ou que sais-je. Voilà, il y a des demandes standards. On est connu comme plein d'autres hein, dans le réseau pour ce genre d'activité. On a, nous, nos micro-modules et donc c'est assez simple et assez rapide à emboîter. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a sécurisé ça, alors ça nous laisse beaucoup de temps et de moyens pour expérimenter. Et d'ailleurs, avec Damien, on s'est permis depuis maintenant une dizaine d'années d'expérimenter des choses qu'on n'avait pas eu l'occasion d'essayer avant. Et ce qui nous a permis de découvrir à la fois des nouveaux domaines d'application, d'aller rencontrer des clients qui ne sont pas que dans l'IT pour ce qui me concerne moi. Damien, lui, avait déjà plus cette habitude-là. Ce qui nous a permis de proposer des choses qu'on n'aurait pas imaginées avant, etc. Et dans ce cadre-là, je vais vous partager deux choses principales qu'on a rapidement mis en œuvre et qu'on a trouvé très bénéfiques. Le premier, alors je sais qu'il y en a plein, j'ai vu Rémi tout à l'heure, il y a plein de sketchnoteurs dans la salle et dans les communautés agiles. Euh, Effectivement, le sketchnoting, on l'a utilisé notamment dès le brief et aussi dans les propals. Alors, effectivement, je dois reconnaître qu'il y a tout de suite des gens qui vont accrocher et il y a des gens qui vont être hermétiques à ça et pour lesquels, voilà, on va très vite s'apercevoir que le sketchnoting, ça va pas le faire, quoi. En tout cas, c'est pas ça qui va susciter un intérêt et déclencher une vente. Par contre, à l'inverse, ce qu'on a découvert, c'est que pour ceux qui étaient interpellés par ça et voire même qui ont trouvé très intéressant le pouvoir du visuel, le sketchnoting est devenu presque une valeur différenciante. Alors, je dirais pas qu'on est différenciant spécialement par rapport aux autres sketchnoteurs de la communauté agile, loin de là. Mais par contre, il faut voir que dès qu'on sort de l'IT et qu'on va dans l'industrie, le reste du monde ne connaît pas l'agilité, hein, ou en tout cas de très très loin. Et donc, découvrir aussi des outils de facilitation et notamment des outils de sketchnoting, c'est presque une révélation, hein. Et donc, dès le brief, ça peut avoir un impact très puissant. Un autre point qu'on a expérimenté, qu'on a et qu'on adore, qu'on trouve très puissant, c'est le brief à deux. En fait, donc nous, avec Damien, on est dans le B2B. Et quand on est dans le B2B, le processus de vente peut s'avérer relativement long. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des personnes, puis d'autres, découvrir que voilà, il y a tout un chemin de prise de décision. Et puis, on va d'abord faire ce qu'on appelle une vente en deux temps minimum, c'est-à-dire que d'abord on va écouter les personnes parler, on va essayer d'attraper les points qui nous semblent importants, pour revenir ensuite avec une proposition, avec un parti pris, histoire de dire voilà, bah, nous avec ce qu'on a compris, si on a bien perçu le point, mais aussi avec ce qu'on peut proposer, avec notre angle de vue, avec notre perspective, eh bien voici ce qu'on vous préconiserait. Donc ça, c'est relativement classique en B2B, c'est de faire de la vente en deux temps. Et ce qu'on a découvert avec le brief à deux et aussi avec le sketchnoting, c'est que en séance, dès le premier rendez-vous, on pouvait déjà marquer énormément de points, voire même avoir 90% de la propale qui soit autoconstruite par le client lui-même qu'on a fait parler. Et donc ça a été des moments mémorables. Je vais citer un exemple typique qu'on a eu plusieurs fois. Il y en a un de nous deux qui est en train de parler, de questionner, de faire parler l'interlocuteur. Et le deuxième de nous deux, il est à côté, il prend des notes, il fait son petit sketch note, il essaye de choper les mots. Alors, c'est là où j'allais dire, chacun a un petit peu son savoir-faire. Nous, on essaie d'attraper des mots un petit peu, soit de croyance, soit des mots un peu forts, du genre, quand quelqu'un veut dire que quelque chose n'arrive pas souvent, mais qui dit jamais, par exemple, c'est beaucoup plus fort que pas souvent. Quand il utilise un mot, les gens n'en peuvent plus, ou quand il utilise un mot du genre, cette ambition, elle est 10 fois trop énorme par rapport à nos moyens. Voilà, d'un seul coup, on attrape des mots comme ça, et ce qui va permettre en fin de brief d'avoir une relecture, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien discuté, le deuxième qui n'a fait entre guillemets que écouter et prendre des notes, eh bien va pouvoir refaire l'histoire et dire si nous avons bien compris, vous avez ci, vous êtes comme ça, vous avez dénoté ça et vous avez essayé ça, mais ça n'a pas marché. Et
pour essayer d'affronter cette chose-là, eh bien, votre interlocuteur, donc par exemple moi ou Damien, eh bien, on vous a évoqué telle et telle piste et vous avez l'air de penser que cette chose-là pourrait être intéressante, celle-là peut-être moins, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fois pour notre interlocuteur, mais aussi pour nous-mêmes, parce que ça nous est arrivé plusieurs fois, c'est que même nous, dans la discussion, on ne se rend pas forcément compte immédiatement des points sur lesquels la personne a tilté en positif ou en négatif. Et là, l'avantage d'avoir un deuxième interlocuteur observateur, c'est que d'un seul coup, il y a une sorte de posture un peu méta qui va permettre d'avoir une relecture et de pointer du doigt des choses hyper intéressantes. Et donc, ça nous est arrivé de signer en un seul brief, ce qui est relativement rare en général hein, en B2B. Mais là, c'est tellement puissant. La personne dit, bah, c'est exactement ça. J'adore la façon que vous avez de le présenter. C'était incroyable qu'en 1 heure, on puisse avoir cet échange-là et déjà de la valeur, etc. Voilà. Donc, ça, nous, on trouve que c'est très puissant et je pense qu'on reviendrait pas en arrière, ou en tout cas, dès que les personnes sont à l'aise avec le côté sketchnoting et le côté brief à deux, c'est quelque chose qu'on reproduit. Qu'est-ce que le sketchnoting concrètement? Je vois une Ouais. question de Pierre. Merci d'avoir posé la question. L'idée du sketchnoting, alors tel que nous on l'utilise dans ce cadre-là, c'est une forme de prise de notes visuelle. C'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un utilise un certain mot, eh bien, on peut à la fois l'illustrer, par exemple avec un petit dessin qui correspondrait, qui matérialiserait cette notion-là, mais aussi on peut mettre en lumière des positionnements. Par exemple, si on commence à sentir qu'il y a une notion de silo, eh bien peut-être commencer à tracer, par exemple, 3 ou 4 traits avec à chaque fois, eux veulent plus de quantité, eux veulent déjà revenir sur la qualité passée, eux veulent absolument démarrer le nouveau projet, etc. Et en fait, le fait de mettre ces bulles de texte, de rendre visuel les dynamiques, les cloisons, les flux d'informations, le cheminement d'une pensée, eh bien, ça va permettre en fin de session, en un seul visuel A4 ou deux visuels A4, ça va permettre à la personne de reprendre en main la complexité. C'est-à-dire qu'elle avait plein de choses en tête et d'un seul coup, elle pose visuellement les notions qu'elle était en train de nous partager. Donc effectivement, alors après, il y a plusieurs techniques dans le sketchnoting, je ne rentre pas dans le détail maintenant, mais voilà, là c'est plus une sorte de pensée visuelle, on va le dire comme ça. Et même en interne d'une société, absolument. Alors, un autre point très courant, et ça pour le coup, je trouve que c'est important à la fois par rapport à ce qu'on défend du lean et de l'agile, et aussi par rapport à notre métier de consultant dans lequel on essaie de se différencier, d'avoir une valeur ajoutée différente avec un parti pris par rapport à ce que d'autres vont proposer, et on est tous différents et c'est très bien, c'est que on a souvent l'argumentaire de mais oui, mais c'est pas ce qui est demandé. Par exemple, j'ai fait appel à vous pour de la formation ou j'ai fait appel à vous pour animer un séminaire. Sauf que nous, notre parti pris, c'est de ne pas être exécutant d'une demande, parce que être exécutant d'une demande, c'est rester bloqué sur le comment, c'est se fondre dans la masse de on est interchangeable, tu veux juste faciliter un séminaire, bah, tu peux prendre un facilitateur, une facilitatrice et ils sont interchangeables, etc. Alors je caricature un peu. Il nous semble que le lean et l'agile, l'idée puissante derrière, ce n'est pas de faire du copier-coller, mais c'est d'aller piocher dans les boîtes à outils de manière à ce que dans un contexte donné, ça puisse délivrer la meilleure valeur possible. Et dans ce cadre-là, on fait bien une distinction entre la demande et les besoins. La demande, c'est ce que connaît déjà le client, ce qu'il a déjà en tête. Il se dit, tiens, ça serait une bonne idée que quelqu'un vienne, par exemple, faciliter un séminaire ou un team building. Alors que les besoins, c'est peut-être autre chose que ce qu'il a demandé et qui va peut-être avoir beaucoup plus d'impact. Alors après, bien sûr, il y a de la négociation. Je veux dire, s'il a un budget pour quelque chose et pas un budget pour autre chose, il va falloir s'entendre. Peut-être qu'on va trouver des terrains d'entente différents. Mais en tout cas, c'est important pour nous de commencer par apporter une proposition différenciante qui n'est pas exactement l'exécution de ce que le client a demandé. Alors, comme je viens de le dire juste avant, une des choses les plus puissantes, c'est quand on est capable, dès le brief, d'avoir de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que souvent, les personnes arrivent avec des questions et elles attendent des réponses, et elles arrivent avec des demandes et elles s'attendent à ce qu'on propose une exécution de ces demandes. Nous, notre pari, c'est que dès le brief, on va aider le client à se poser ce qu'on appelle, nous, de meilleures questions. Alors, des fois, ça match, hein, des fois, ça ne matche pas, mais en tout cas, les personnes qui dès le premier échange, se rendent compte qu'on les aide à prendre du recul et à se poser d'autres questions qu'elles vont considérer
plus intéressantes, plus importantes que ce qu'elle se posait au départ. Ça, pour nous, c'est déjà des points marqués, c'est déjà de la valeur délivrée. Et en général, derrière, pas toujours, mais en général, eh bien, ça nous crée un boulevard sans concurrence parce que dorénavant, le client, il a fité avec nous, et il veut absolument travailler avec nous et il ne sait même pas que le reste du monde existe. Et ça, c'est très appréciable, déjà par reconnaissance, hein, j'allais dire, ça fait toujours plaisir, mais surtout, ça veut dire que derrière, dans l'échange, on va pouvoir se concentrer sur la valeur ajoutée pour son contexte et plus dans le débat interminable de négociation à négocier d'un prix, d'une modalité, etc. Je vois passer, merci François pour le lien sur bien enseigner le sketchnote. Génial. Merci beaucoup. Un autre point qu'on a beaucoup utilisé, surtout pour les contextes de transformation, les contextes un peu complexes, sur lesquels il y a beaucoup de parties prenantes et sur lesquels notre demandeur n'a pas forcément toute la légitimité en bout de chaîne, c'est-à-dire que lui, par exemple, va être dans un département, mais va pas avoir la mainmise, on va dire, ou le pouvoir d'influence sur les différentes parties prenantes concernées. C'est que des fois, on est appelé en mode audit, par exemple, est-ce que vous pouvez auditer ce qu'on fait? Et nous, on préfère, dans cette logique de ne pas exécuter directement la demande, mais de proposer autre chose, on préfère le mode interview. Euh, on sert un petit peu de révélateur, c'est-à-dire que nous considérons que les entreprises qui nous appellent ont déjà les bonnes personnes en place. Simplement, le cadre dans lequel elles travaillent n'est peut-être pas aujourd'hui le meilleur pour qu'elles puissent exprimer leur potentiel individuel et collectif. Et on a découvert que les interviews permettaient d'identifier et de mettre en lumière des informations qui peut-être jusqu'à maintenant n'étaient pas arrivées, par exemple, aux oreilles d'un décideur, ou pour lequel le décideur avait peut-être entendu parler, mais n'avait pas pris la mesure ou le fait que ce soit si répandu dans l'organisation. Ou peut-être aussi de remettre en lumière des divergences, des incohérences, etc. Euh, dans ce cadre-là, je me souviens d'un client qui, depuis des années, donc c'était dans un contexte de chromatographie, hein, c'est de la filtration par chromatographie, bon, peu importe, ça ressemble à des gros silos, voilà, et on filtre de manière chimique. Euh, le client avait industrialisé à la fois ses process et son offre depuis des années, à un tel point qu'il ne se rendait plus compte à quel point les demandes des clients étaient de plus en plus sur mesure, avec des particularités, et donc ne comprenait pas pourquoi eh bien, il y avait de plus en plus de difficultés, alors que justement les équipes étaient encore plus compétentes, les process étaient plus industriels, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que les interviews ont permis de mettre en lumière, de rendre concret, tangible, factuel, eh bien, toute cette tendance de plus en plus de cas particuliers de sur-mesure, et ce qui a permis aux clients de descendre d'un cran et de dire ce que je vais industrialiser, ce n'est pas mon offre unique pour tout le monde, parce qu'elle elle coince, mais c'est plutôt d'industrialiser mes boîtes à outils qui sont en dessous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire une conception 2D des usines d'implantation? Qu'est-ce que ça veut dire déployer les équipements, faire les achats matériels, faire les installations sur site? Eh bien, il a industrialisé un cran plus bas, ce qui permet à nouveau, du côté réponse au client, eh bien, de faire du sur-mesure en allant picorer, faire un peu son marché dans cette boîte à outils. Ce qui est rigolo, c'est que ce que ce client a fait, eh bien, c'est ce que nous faisons à notre échelle. On s'est rendu compte, nous, qu'à chaque fois qu'on faisait une vente complexe avec une proposition très intéressante, à chaque fois qu'on essayait de la packager et de la reproposer en l'état derrière, éventuellement, elle suscitait un intérêt pas nul, hein. Les gens le regardaient en mode ah, c'est pas mal, mais en réalité, on ne la revendait plus jamais de la même manière, alors qu'en industrialisant le côté boîte à outils, boîte à modules, un cran en dessous, eh bien, même pour nous, c'est devenu beaucoup plus simple d'aller picorer en fonction de tel ou tel contexte, d'aller assembler les briques de base. Un autre point qu'on entend souvent, à la fois quand on essaie de vendre et de délivrer le lean et l'agile, mais aussi pour nous, c'est le côté c'est pas simple, c'est pas évident, c'est pas si facile, etc. Alors là-dessus, je vais remettre une couche sur le côté pouvoir du visuel. Vous l'aurez compris, et d'ailleurs les agilistes le savent, hein, pour ceux qui sont déjà dans la partie, c'est que
on n'essaye pas de rendre le complexe non complexe, on essaye de rendre beaucoup plus facile le fait d'embrasser la complexité. Alors bien sûr, les dessins, les post-it au mur que l'on peut déplacer de façon très facile, le fait de s'obliger à rendre visuel, intelligible les notions qu'on manipule, que ce soit un portefeuille de projet, que ce soit un schéma d'architecture, que ce soit un plan de bataille, une roadmap, eh bien, on le fait de façon très organique, c'est-à-dire un dessin, un tableau blanc, un paperboard, des post-it. Et nous, on utilise beaucoup les trois outils suivants, que ce soit d'un point de vue visuel ou même d'un point de vue vidéo. On utilise l'application Lens. Donc les trois outils que je cite ici sont gratuits, hein. Il y a des versions payantes, mais les versions gratuites suffisent largement. Donc on utilise Lens pour prendre en photo les résultats de ce qu'on a produit à la fois d'un point de vue visuel ou post-it. L'avantage d'une appli comme celle-là, c'est qu'elle recadre si on prend de travers. Ça veut dire aussi qu'elle change les contrastes, etc. Ce qui fait que on a beau le faire de manière très organique, à la fin, on a un compte-rendu visuel qui est relativement propre, qu'on peut mettre dans des slides, par exemple. L'avantage aussi maintenant, c'est qu'avec les téléphones modernes, si on a écrit, si on a pris soin d'écrire en majuscule sur les post-it, il suffit juste de cliquer une fois sur la photo et ça nous copie-colle tout le texte. Donc ça, c'est aussi bien pour avoir des comptes rendus plus rapides. On utilise WeTransfer pour transférer des photos. L'avantage, c'est que WeTransfer, les murs gratuits durent 90 jours, donc ça laisse largement le temps de récupérer. Et Smash, on l'utilise plus pour les vidéos, les fichiers lourds, mais là, pour le coup, ils sont disponibles que pendant 7 jours. Voilà. Et ce qu'on a découvert aussi, c'est que les vidéos selfies, c'est extrêmement puissant, à la fois pour nous. Alors moi personnellement, par exemple avec Marion, une autre indépendante, ça nous est arrivé de répondre à des appels d'offres avec des vidéos selfies et les clients en face qui nous disent mais on n'a jamais vu ça, aucune autre personne dans l'appel d'offres n'avait proposé ça et en fait on vous a vu, on vous a entendu, on a vu votre énergie, votre posture, etc. Et donc ok, on n'a peut-être pas compris tous les mots, mais par contre, on a envie de travailler avec vous. Et donc, voilà, ça c'est un excellent moyen. Alors, en tant qu'indépendant, en tant que consultant, maintenant, c'est aussi puissant pour les clients qu'on accompagne, puisque eux-mêmes, on les invite parfois lorsque, par exemple, à la fin d'un atelier, à la fin d'une réunion, quand ils veulent synthétiser leurs points, bien sûr qu'ils peuvent les écrire en bullet point et transférer le compte-rendu à qui ils veulent. C'est encore plus puissant de le dire avec sa voix en mode selfie. J'allais dire, pour peu qu'on ait une bonne lumière et un bon son, le reste, les gens nous pardonnent tout, c'est extrêmement puissant. Voilà. Donc ça, nous, maintenant, on l'utilise quasi systématiquement. Et il y a toujours ce défi. Les gens sont toujours embêtés pour transmettre une information riche, une information complexe. Le défi incroyable, c'est en tenant compte de l'auditoire qu'on a en face de nous, c'est le défi du tableau blanc 10 minutes. C'est-à-dire, vous avez 10 minutes montre en main, vous avez un tableau blanc ou un paperboard, et en fonction de votre auditoire, essayez de ne dire que les informations qui leur manquent pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Et en général, ce qu'on fait, c'est 10 minutes de présentation descendante, 10 minutes de questions-réponses, et à la fin, 10 minutes de synthèse collégiale. Et en moins d'une demi-heure, on a réussi à transmettre les informations nécessaires pour qu'un groupe donné puisse gommer 80% de son ignorance sur un sujet donné. Alors ça vaut pour une échelle fine, comme une user story, par exemple. Je vais découvrir une story, ou un contexte, une épique, ou peu importe. Et ça vaut aussi pour un projet, une roadmap, une nouvelle ambition stratégique d'une entreprise, etc. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, super. Un point plus délicat, c'est lorsque les raisons qui sont avancées, c'est on voudrait bien, mais c'est pas nous. Alors c'est pas nous, ça veut dire quoi? C'est pas chez nous, c'est pas à notre portée, c'est pas notre responsabilité, on n'est pas les personnes décisionnaires, etc. Euh, et l'argument est tout à fait légitime comme tous les précédents, y a pas de souci là-dessus. Alors nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que à la fois parce qu'on est consultant et à la fois, donc, c'est-à-dire extérieur, et à la fois parce qu'on apporte un regard avec un certain parti pris, c'est-à-dire qu'on regarde pas tellement le comment, mais on regarde le pourquoi, on s'est rendu compte qu'on apportait un effet miroir, un peu comme un révélateur. On permet aux entreprises de prendre conscience. Une des astuces qu'on utilise, qui est très puissante, c'est ce côté transversalité. C'est-à-dire que des fois, les équipes ont la tête dans le guidon, ne voient que leur périmètre, et d'un seul coup, en prenant du recul et en regardant le côté
j'allais dire end-to-end, de bout en bout, entre la genèse d'une sollicitation très en amont et en aval, le fait qu'elle délivre de la valeur à quelqu'un, et bien d'un seul coup, quand on regarde la chaîne de façon plus globale, de bout en bout, et bien d'un seul coup, on se pose de meilleures questions, on comprend beaucoup mieux le sens, la finalité de ce qu'on fait, etc. Donc ça, c'est un outil, enfin une pensée très importante. Chose rigolote, par exemple, je ne compte plus le nombre de fois où les équipes nous ont dit si, si, non, mais tout le monde sait, etc. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, chacun de vous répond de manière individuelle combien de projets en cours actuellement. Donc là, on a déjà à boire et à manger comme réponse, hein. Ça va de 3 à 18, par exemple. Et ensuite, quand on leur demande de les citer et de les mettre au tableau avec des étapes de processus, genre bah, ça c'est en cadrage, ça c'est en conception, ça c'est en réalisation, ça c'est en déploiement, etc. Eh bien en fait, on se rend compte que c'est pas 18, mais c'est 27, et qu'en fait les gens avaient plus en tête, ah mais c'est vrai qu'il y a ça, ah bon mais ce truc-là c'est pas fini, etc. Donc en fait, on sert de révélateur. Encore une fois, nous on n'a rien inventé et c'est pas nous qui savons ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, on permet aux équipes de prendre ce temps ensemble pour prendre du recul et pour s'apercevoir qu'en fait, sans y penser, eh bien, elles avaient en fait beaucoup plus de sujets alors en cours, à venir ou en finalisation. Euh, et je pense que là encore, ben, je le redis, la transversalité et le pouvoir du visuel sont vraiment très importants. Un autre outil qu'on utilise énormément, et ça nous a aussi beaucoup aidé nous-mêmes dans nos démarches de consultants indépendants, c'est ce qu'on appelle la voix du client. Cette voix du client qui tout de suite nous invite déjà à distinguer la voix du client, le C, la voix du business, le B, et la voix du process, les employés qui travaillent sur le processus. Et déjà le fait de segmenter et de s'apercevoir que les informations, les signaux, les ambitions, les irritants ne sont pas les mêmes sur les trois axes, déjà c'est extrêmement puissant. Ensuite, le fait d'essayer de quantifier, déjà de qualifier et de quantifier les critères de succès, les indicateurs de progression et les seuils de tolérance pour chacun de ces axes, eh bien ça, rien que ça, c'est déjà extrêmement puissant. Et nous, on s'en est beaucoup servi comme template lors de nos échanges avec nos interlocuteurs pour justement à la fois que nous, on comprenne mieux de quoi il s'agit, mais aussi pour eux, leur permettre d'avoir une sorte de révélation sur ah, mais en fait, je ne prenais pas la mesure de tout ça. C'est aussi ce qu'on appelle le côté pensée globale, quoi. Et enfin, un autre outil qu'on a beaucoup utilisé et qu'on trouve très puissant, qu'on utilise beaucoup plus en mode accompagnement, c'est ce qu'on appelle les niveaux d'écoute, c'est-à-dire les faits, les ressentis, les croyances, les intuitions. On a remarqué que beaucoup d'entreprises fonctionnaient beaucoup sur les faits, ce qui est déjà très bien, euh, mais peut-être ne mettez pas assez en lumière les ressentis, les croyances et les intuitions. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut donner le même poids et la même importance ou la même signification sur ces quatre niveaux d'écoute. Par contre, je pense que le fait d'avoir mis à plat ces quatre informations, ces quatre types d'informations, ça apporte une richesse sur la compréhension du contexte qui est déjà beaucoup plus intéressante et puissante que juste de s'accrocher à tel ou tel fait. Je vais juste donner un exemple. On peut très bien avoir un ressenti, par exemple, d'inconfort, de peur, de gêne ou au contraire de satisfaction. Donc on peut très bien avoir un ressenti sans forcément être capable tout de suite en séance de poser un ou des faits particuliers qui viennent étayer ce ressenti. Et donc je pense que c'est important aussi de collecter cette information. En tout cas, nous, elle nous a été énormément utile à la fois pour nous et pour nos clients. Alfred, il nous reste Oui, 7 minutes. génial. Merci beaucoup. Merci Franck. Et enfin, le dernier point que je voulais vous présenter, c'est le côté oui, mais c'est pas ce qui est vendu, ou c'est pas ce qui a été vendu, ou c'est pas ce qui se vend d'habitude. C'est trop exotique votre proposition, ça rentre pas dans le moule, etc. Alors je le redis, nous on travaille beaucoup en B2B, on travaille exclusivement en B2B, et dans le B2B, il y a notamment deux points en amont qui sont cruciaux et qu'il faut le plus vite possible clarifier. C'est qui décide et combien le client est prêt à investir, le budget. D'accord? Alors, pour réussir à adresser ça, la première chose, c'est de poser bien sûr la question. On peut très bien demander à notre interlocuteur, interlocutrice, est-ce que c'est toi qui décides? OK. Et sinon, qui c'est? Voilà. Et à quel budget tu as pensé pour cette problématique, pour résoudre cette problématique ou pour nourrir cette ambition?
Si la personne répond, très bien, ça donne des éléments. Ça ne veut pas dire qu'il faut le prendre pour argent comptant, mais en tout cas, ça donne un éclairage. Maintenant, parfois, les interlocuteurs soit n'ont vraiment pas les informations, soit sont un peu frileux sur le fait de dévoiler les informations. Alors, dans ce cadre-là, on a utilisé plusieurs techniques qu'on a trouvées relativement puissantes. La première, pour révéler un budget, pour aider à accoucher d'un budget, c'est les 3 ordres de grandeur. Alors, je vais donner des chiffres, mais c'est pas le sujet, hein, c'est abscon. Mais par exemple, quand on est face à une demande et que nous, on propose quelque chose d'un peu différent, décalé, tiens, on pourrait imaginer un dispositif, mais à quel budget avez-vous pensé? Ah ben, je ne sais pas trop, à vous de me dire. C'est vous les spécialistes, c'est à vous de me dire. Nous, on peut très bien, par exemple, proposer 3 ordres de grandeur. Dire, est-ce que vous pensiez plutôt quelque chose à 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros. Voilà. Et juste le fait d'énoncer 3 ordres de grandeur, quels que soient les montants dont on parle, hein, ça peut être 1000, 10 000, 50 000, ça peut être 10 000, 100 000, 1 million, peu importe. Eh bien, dans ce cadre-là, ça peut aider les personnes, soit déjà à réagir, à dire bah, 100 000 euros, vous n'y pensez pas, c'est pas le sujet, on va pas mettre 100 000 euros là-dessus. Au moins, ça nous donne une indication. Soit ça peut leur permettre aussi à eux d'aller en interne commencer à aller chercher des informations. Alors parfois, quand ils ont besoin de parfois, ils ont besoin de plus d'éléments. Ils ont pas juste les 3 ordres de grandeur, mais en gros, mais qu'est-ce que vous mettez derrière ces 3 ordres de grandeur? Donc, en général, on sort du chapeau quelques éléments factuels. Par exemple, est-ce que vous voulez toucher 100% des 1000 personnes ou est-ce que vous voulez toucher, par exemple, uniquement, je sais pas, 50 personnes qui sont un peu clés au sein des 1000 personnes? Ben, ça, c'est aussi une manière d'avoir des ordres de grandeur en termes de volume d'impact. Et forcément, en fonction du budget qu'on va se donner, on ne va pas avoir le même niveau d'action. Par exemple, est-ce que vous pensiez à un projet qui allait s'étaler sur une année avec un certain nombre d'interventions ou est-ce que vous souhaitez 3 interventions rapides en moins d'un trimestre? Ben là encore, ça va permettre d'avoir une meilleure idée de quel genre de budget il souhaite mettre dedans. Une autre technique qu'on a utilisée, qu'on trouve extrêmement puissante, notamment pour découvrir non seulement qui sont les personnes décisionnaires, mais aussi pour se prendre, j'allais dire, toutes les difficultés du processus, à la fois de décision, de prise de commande, de facturation, d'encaissement, etc., c'est le fait de commencer par un premier lot. Ça, on le fait notamment soit pour des projets qui vont être un petit peu costauds, et on essaie d'identifier un petit morceau quick win et d'en faire un premier lot rentable et pour le client et pour nous, de permettre tout de suite de découvrir le contexte d'un point de vue rien que administratif ou aussi lorsqu'il y a des notions de déploiement. Par exemple, si on dit, tiens, on va commencer par une équipe pilote, mais à terme, il y aura 30 équipes sur lesquelles on veut le déployer, eh bien, le fait de commencer par un premier lot pilote, c'est une très bonne manière de découvrir est-ce qu'on a les bons interlocuteurs en face de nous, est-ce que ça y est, ils ont donné le go, est-ce qu'ils ont passé la commande, est-ce qu'ils ont reçu notre facture, est-ce qu'ils ont encaissé, est-ce qu'on a pu, nous, encaisser les sommes correspondantes. Ça, c'est une très bonne manière de découvrir le contexte B2B. Et enfin, on a pu expérimenter, et on en est très content puisque c'est une des choses qu'on préconise aussi pas mal chez nos clients lorsqu'ils veulent faire des contrats en mode agile. Donc des contrats agiles, il y en a plusieurs. Je vais même dire des clauses agiles, hein, il y en a plusieurs. J'avais fait une conférence en 2018 avec un client sur les quatre grandes clauses agiles que sont le forfait valeur, le 50-50, le money for nothing and exchange for free qu'on appelle aussi le troc et l'enveloppe, et le stop ou encore. Et on est très content parce qu'on a eu l'occasion notamment d'essayer plusieurs fois le stop ou encore qui marche extrêmement bien, notamment pour les projets sur lesquels on avait des propositions phasées, genre phase 1, phase 2, phase 3. Et l'idée, c'est quoi? C'est pour passer de la phase 1 à la phase 2, il suffit simplement que le client veuille ou ne veuille pas y aller, quelles que soient ses justifications. D'ailleurs, il n'a même pas à le justifier. Éventuellement, on va quand même lui poser la question pour avoir son feedback, mais c'est intéressant juste de savoir que il va pouvoir passer d'un mode à l'autre. Et comme on est léger en termes de structure, on peut se permettre des petites choses que peut-être d'autres structures se permettront pas. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est que dans les stop ou encore qu'on a signés, le premier mois, pardon, la première intervention, la première phase n'était facturée qu'à 70%. Et les 30% restants n'étaient réellement facturés que si la personne voulait, enfin si le client voulait passer à la phase 2. Et ensuite, les 30% restants de la phase 2 uniquement si le client voulait passer à la phase 3. Ce qui, entre guillemets, évite d'avoir une sorte de gêne ou de frustration de dire, bon, ben, j'ai payé toute une première phase
mais pour X raisons, je sens moins la deuxième et j'ai l'impression d'avoir payé un peu cher la première. Donc nous, on est parti du principe que bah, s'il y avait moins la perception de la valeur, on n'allait pas tout facturer. Donc on ne facturait que 70% en amont, enfin pardon, 30% à la commande et 70% à la fin de la phase 1, et les restes des 30% seulement si la personne souhaite passer à la phase 2. J'en ai fini sur Oui, cette presse. Je vous mets d'abord le QR code. Alors déjà, je oui, vous voilà. remercie pour votre attention. Je vous mets le QR code. Je vous affiche aussi à gauche et à droite un petit rappel des différents mots-clés que j'ai utilisés. Et je suis à votre dispo pour les questions-réponses. Voilà. Tu as deux questions alors dans le chat. Une question dit, peux-tu revenir sur le défi du tableau blanc en 10 minutes? Oui, bien sûr. Quoi l'utilises-tu exactement et comment concrètement? Bon, on est déjà arrivé à 10h50, donc il va falloir que ce soit bref. OK. Je vais donner l'exemple typique d'une utilisation. Euh, on a des personnes, des business analysts, des PO, peu importe comment on les appelle, qui ont étudié un sujet fonctionnel et qui l'ont investigué depuis des semaines, des mois avec des représentants métiers, des utilisateurs, etc. Tout ce bagage d'informations va devoir être transmis à une équipe de réalisation. Dans ce cadre-là, c'est délicat de passer autant d'infos avec autant de complexité, avec des explications de pourquoi on a fait ces choix, etc. Eh bien, le défi du tableau blanc est extrêmement puissant. C'est-à-dire que je connais mon auditoire, je connais mon sujet, j'ai 10 minutes pour essayer de transmettre le 80-20. Bien sûr, ce ne sera pas la totalité, mais ça va me permettre de manière très simple, très schématique, de transmettre. Par exemple, avant, on faisait comme ça. Dorénavant, le client voudrait qu'on fasse comme ça. On avait pensé à ça, mais finalement, soit n'a pas été retenu. Et donc, on prend celui-là pour telle et telle raison. Voici les exemples typiques. Voilà. Dernière question que tu as dans les questions-réponses. Est-ce que tu vois des contextes d'accompagnement où le binomage avec Damien est indispensable et d'autres où être seul est suffisamment confortable? Et comment vends-tu l'accompagnement à deux? C'est une excellente question. Alors, la deuxième partie de la question est beaucoup plus facile. Comme vous l'avez compris, on ne vend pas des comment, mais on vend des pourquoi. On essaie de mettre le doigt sur les bénéfices les plus importants pour le client, de manière à ce que ce qu'il achète, ce soit pas la solution, mais que ce soit le bénéfice pour lui. Et donc, en fait, on n'a pas la problématique de se vendre à deux, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un sujet dans les échanges qu'on a. Ou alors, dit autrement, dès que ça devient un sujet, c'est-à-dire dès que la personne se dit, ah mais attendez, vous allez intervenir à combien, comment ça se passe, combien ça me coûte, etc. Par rapport au fait que vous soyez deux, etc. Ah, dès qu'on tombe là-dedans, pour nous, c'est déjà le signal qu'on n'a pas mis le doigt sur l'impact le plus important. D'accord? C'est déjà arrivé, hein, bien sûr, mais clairement, nous, on essaie vraiment de recentrer le débat sur les bénéfices. Et finalement, le fait qu'on intervienne à deux, seul ou des fois avec d'autres personnes, j'ai cité par exemple Benjamin avec qui on a fait aussi pas mal de missions, Benjamin qui a plus une couleur UX, et ben en fait, ça, c'est pas le sujet. Et je dirais même qu'à partir du moment où le client signe pour un bénéfice, bah derrière, le fait qu'il ait une, deux ou trois personnes qui interviennent, bah c'est même un luxe pour lui. C'est-à-dire, c'est une chance. Il se dit, ah bah tant mieux, vous étiez plus, ah bah, c'est cool, quoi. Voilà. Alors, maintenant, je reviens sur la première partie de la question que je trouve très pertinente. Est-ce que je dirais qu'il y a des contextes où c'est particulièrement important qu'on intervienne à deux? Alors, mon feeling comme ça, je n'avais pas réfléchi à la question. Mon feeling, c'est que c'est pas tellement le contexte tout seul qui ferait que, mais c'est plutôt par rapport à comment nous, on perçoit le contexte. Par exemple, à chaque fois qu'on a été dans des contextes différents de ce qu'on connaissait déjà, je vais donner un exemple, hein, on a travaillé pour les contrôleurs de gestion d'un transporteur. On a travaillé pour un bureau d'études qui fait, vous savez, toutes les vitrines dans les aéroports, etc., les duty free. On a travaillé pour vraiment des contextes très différents. Et, euh, et c'est vrai que quand on découvre un nouveau contexte, que ce soit par son domaine d'expertise, ses compétences, par son mode de fonctionnement, son organisation, etc., j'ai découvert que c'était quand même à la fois beaucoup plus rassurant, mais aussi beaucoup plus puissant qu'on soit plusieurs, notamment deux, parce que on va pas repérer les mêmes choses, on va pouvoir confronter nos perceptions, nos idées, on va pouvoir se challenger aussi. On va pouvoir écrémer plus facilement parce qu'une des valeurs de l'agilité aussi, c'est de dire, j'imagine
un rêve utopique avec plein d'options, mais par contre, quand j'agis, j'essaie d'agir par petits pas. Donc, il faut que j'ai cette hygiène de sélectionner des choses très rentables. Et ça, j'ai trouvé que c'était particulièrement puissant quand on était deux, surtout pour des contextes qu'on ne connaissait pas de prime abord et que l'on était plutôt en train de découvrir. Donc, ma réponse, ce serait celle-là, ouais. Ce serait, dès qu'on découvre un nouveau contexte, je serais beaucoup plus enclin à y aller à deux que seul. Merci Alfred pour cette présentation. Les dernières questions te seront transmises, tu pourras y répondre ultérieurement. OK. Il va falloir que nous clôturons cette session et merci à tout le monde pour votre Merci à vous. participation et je vous souhaite de belles sessions futures. Allez, au revoir tout le monde. Bonne journée.